J'ai le plaisir de vous présenter un documentaire de la réalisatrice Elisabeth Silvero. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous parce que c'est une Montpelliéraine. Voilà. Donc c'est pas souvent qu'on a le réalisateur en même temps que le documentaire. En fait, j'ai rencontré Elisabeth tardivement après toute la programmation du Festival de cinéma russe à Montpellier. J'ai appris son existence. Et j'étais vraiment désolée de ne pas pouvoir montrer son documentaire, surtout qu'on avait déjà une thématique Sibérie. On avait un autre documentaire de Florian de la Fournière qui s'appelle BAM, un village russe. On avait aussi programmé compartiment numéro 6. Donc le thème du train était très présent. Et Elisabeth aurait dû en faire partie. Elle est là, on a de la chance parce qu'on n'était pas sûr que l'événement aujourd'hui aurait lieu. Et puis si jamais il y a une seconde édition du festival, bien sûr, là on la programme avec toute son œuvre parce que ça c'était que le début. Voilà, donc je vais faire très bref. Simplement, sachez que vous allez entendre la voix de Fanny Ardant et que les poèmes qu'elle récite sont des poèmes de Marina Tsvetaeva. Voilà, donc on en reparlera après le film. Bonne séance, merci. Donc je vais vous passer la parole pour des questions. Mais je voulais simplement revenir sur le parcours d'Elisabeth, qui a des racines russo-cubaines, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et qui est arrivée en France à l'âge de 14 ans, c'est ça ? Aussi, oui. Née à Saint-Pétersbourg et dans notre région depuis Montpellier quelques années, mais Perpignan avant, c'est ça ? Je suis arrivée à Perpignan, donc j'ai eu mon bac à Perpignan. Après, je suis partie à Bruxelles pour 8 ans et là, c'est un peu le grand retour, mais à Montpellier. Voilà. Dans le sud. Dans le sud, voilà. Voilà. Et quand même avec un passage en études de lettres et de cinéma à la Sorbonne, c'est ça ? Aussi, oui. Et Bruxelles, c'était plus pour les études techniques Pour le cinéma aussi, pour étudier le montage et la réalisation. Donc, ce documentaire, tu l'as fait en quelle année ? Ça date, ça fait 8 ans peut-être, 9 ans maintenant. C'est voilà. le premier film. C'est mon premier film, voilà. Je voulais absolument retourner en Russie, parce que quand j'étais petite, en fait, ce train il m'a beaucoup marqué. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, à chaque fois je pense à ce train, autant y retourner et voir comment ça a évolué. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que rien n'a changé depuis que j'étais petite. Quoi. Donc tu avais voyagé plusieurs fois, toi, dans le transsibérien ? Non, c'était un seul voyage. Un seul voyage. Pour le film, c'était un seul voyage. Ouais. Oui, mais toi-même, quand tu étais en Russie, tu avais de la famille dans une région spéciale ? Surtout, on allait... c'était pas vraiment transsibérien, mais on partait à la mer Noire. Et en fait, j'aimais bien l'ambiance du train où d'un coup, tout le monde... parlait, où il y avait une ambiance particulière où les gens s'ouvraient, on pouvait parler avec des inconnus. Il y avait un côté éphémère où les gens étaient ensemble et puis on arrivait à destination et puis c'était fini, quoi. Et ton voyage là, donc il part d'où, il va où et combien de temps ? Là, on est parti de Moscou et on est arrivé à Pékin. Voilà. D'accord, jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine, voilà. Et donc ça représente combien de jours de voyage ? Je crois que c'était marqué au début, je me rappelle plus. 6 jours, c'est pas 6 jours, 7 fuseaux 5 horaires, nuits, c'est quelque chose comme ça. 6 jours, 5 nuits, voilà. Et tu as mis combien de temps pour faire le documentaire ? La durée du voyage. Oui, pas plus, pas moins. À la base, je voulais faire un film sur les contrôleuses. Donc je suis partie un peu en repérage en me disant, je vais voir ce que je trouve là. Et au final, j'ai fait un film. Tandis qu'à la base, c'était plus rencontrer les contrôleuses, parler avec elles. Donc là, j'aimerais bien faire un autre film sur les contrôleuses, mais maintenant, je ne sais pas trop comment ce sera possible. Oui, c'était un de tes autres projets, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a des personnages attachants. J'aime bien les personnages de femmes qui sont à la fois fortes et en même temps, il y a cette fragilité, ce côté, cette pensée un peu pas d'être inférieur aux hommes, mais oui, l'égalité aux femmes... je sais pas, c'était... Voilà. J'aime bien cette contradiction à la fois des femmes fortes et en même temps très dépendantes des hommes. Et ça me plaisait, en fait, de parler de ces femmes, quoi. Et donc, tu n'y es pas allé longtemps à l'avance pour repérer, tu es allé et tu as fait ton film je suis allée, c'était... Et est-ce que les gens étaient tous prêts à participer ? Comment ça se passait ? En fait, j'étais assez étonnée parce que ma mère me disait non, personne ne va parler, tu vas voir, ça ne va pas marcher. Et je suis arrivée dans ce train parce que j'habitais dans le wagon de 3e classe avec les autres personnes et tout le monde voulait parler, tout le monde voulait exprimer un peu sa pensée, s'exprimer. Maintenant, je ne sais pas si la parole est aussi libérée qu'il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, en tout cas, les gens voulaient parler. Oui, ils parlaient même politique. De tout. En fait, il n'y avait pas de peur. Voilà.
Très bien. Et qu'est-ce qui... Donc on entend cette poésie de Marina Tsvetaeva. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ou à quel moment est-ce que tu as pensé à cette poésie? Pourquoi tu choisis de mélanger le français et le russe? Tu aurais pu choisir qu'on l'entende en russe avec des sous-titres en français? En fait, je voulais faire un film. C'est vrai que quand je me suis rendu compte qu'il y avait un film, je me suis dit, c'est vrai que je suis d'origine russe, mais ça fait des années que je vis en France. C'était important pour moi d'avoir cette double origine, entre guillemets, dans le film. Et aussi parce que je me suis dit que Marina Tsvetaeva, ça représente un peu ce que je pense aussi. Cette nostalgie en même temps d'un pays qui n'existe pas vraiment. En fait, il y avait ces choses-là qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant utiliser ces paroles, parce que moi, je ne suis pas poète, je ne peux pas écrire aussi belles lignes. Et je trouve qu'il parle beaucoup de choses qui me touchent. Donc c'est venu un peu comme ça. Et puis c'est Fanny Ardant. En fait, j'ai pensé à Fanny Ardant tout de suite parce que je l'aime beaucoup. Et ça a été facile pour une jeune réalisatrice de la rencontrer, de la convaincre? Assez facile parce qu'il a lu mon dossier et elle adore Marina Tsvetaeva. Donc elle m'a tout de suite dit oui. Donc c'était assez... Et tu as choisi les poèmes par rapport à tes images ou vice-versa, ou les deux? Je pense que c'était un peu les deux. À la base, j'avais 13 poèmes quand même. Et avec le monteur, on s'est dit non, il y a beaucoup. Donc on a dû aussi faire un tri pour que ça soit équilibré un peu. Peut-être quelques mots sur la musique. C'est un musicien russe qu'on entend? C'est un musicien russe qui vit en France, Evgeny Galperine. Et donc il a écrit pour énormément de films. Il était nominé aux Oscars. Voilà, c'est une personne en fait, que j'adore sa musique. Il est parti sur cette aventure comme ça parce que tout le monde était carré. En fait, il n'y avait presque pas de budget pour le film, donc personne n'était payé. Il y avait aussi juste une petite aide de l'assassin pour la musique, mais c'est tout. D'accord. Et tu as retravaillé avec lui après, non? Ou tu comptais retravailler avec lui ou... J'ai utilisé une de ses musiques pour mon projet de court-métrage, avec Fanny Ardant également. Donc je continue un peu sur cette lancée. Voilà. Et Vostok numéro 20, il était passé au Cinémed à l'époque ou Non, il n'est pas passé au Cinémed parce que comme Occitanie n'a pas financé ce film, et que ça parle de la Russie, il n'y avait pas vraiment de lien à part moi. Et comme je venais aussi de m'installer, voilà, c'était un peu... Mais par contre, ton deuxième projet est passé en octobre 2022, voilà. Oui. Tu veux nous dire quelques mots avant qu'on passe la parole pour les questions? Non, c'est bon, je pense. Non. Et as-tu des projets de long métrage, là, maintenant? Voilà, j'ai plusieurs projets en cours, long métrage, documentaire, voilà. Tout prend du temps, ça avance. Voilà. Bien. Bon, je vais vous laisser la parole. Qui aurait des questions? Il faut vous réveiller là. Oui. Je sais qu'on va bientôt manger. Merci, madame. Alors, c'est mon voisin, donc. Depuis quelques jours. Bonjour, monsieur, madame. Je m'appelle Jean. Voilà. Moi, je n'ai pas de questions à poser. Par contre, je vais faire un tout petit plaisir à Lisa. Je vais parler un tout petit poème russe, en langue russe. Je peux? Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитят. Merci. Merci. Pushkin, oui. Nous savons tous que les Russes sont des poètes. Nous avons entendu Marina Tsvetaeva et nous avions ce soldat qui nous résistait du Vysotsky. Bon, c'était une chanson, mais c'était quand même très poétique. Bien. Alors, oui, madame. Bonjour, merci de nous avoir plongé dans ce train, dans cette ambiance fermée. Je voulais savoir juste un petit détail. Il y a un homme à un moment donné qui parle du fait qu'il est interdit de boire de l'alcool, mais vous en savez davantage? C'est interdit dans les trains? Je comprends pas. C'est interdit dans le train, mais tout le monde le fait. Voilà. C'est comme c'est interdit de fumer, mais tout le monde fume. Voilà. Moi, je voulais vous remercier pour ce film parce que franchement, on nous apprend dans nos cours de littérature que le théâtre, c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et c'était ça, quoi. Il y avait une vie dans ce train. On comprend maintenant que ça dure 7 jours. On voit des gens se promener habillés ou en short ou torse nu avec des tatanes, enfin bref. Donc c'est la vie, quoi. Moi, j'étais très touchée par cette vie et par ces échanges et par la qualité des réflexions. On est proche de l'humanité, là. Merci. Mais c'est vrai que j'aime bien ce lieu clos qui permet en fait aux gens de s'ouvrir. En fait, il y a quelque chose qui se passe dans ce train où les inconnus se parlent. Peut-être dans la vraie vie, on ne se parlera pas,
Mais dans ce train, on devient voisin avec quelqu'un qui est à l'opposé de nous. Et il y a quelque chose qui se crée comme ça entre les gens. Oui, c'est un phénomène psychologique connu qui s'appelle Stranger on the Train Phenomenon. C'est-à-dire qu'on a tendance à se confier dans un train parce que c'est un univers clos. Et les gens s'ouvrent beaucoup. Ça a été constaté au plan psychologique. Voilà, c'est connu. Et effectivement, vous l'avez filmé, vous l'avez constaté. Voilà. Et aussi, je pense parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin du voyage, on n'est pas obligé d'être ensemble. Donc ça permet de célébrer un peu plus, quoi. Je m'associe aux hommages pour ce voyage. Alors d'abord une culture évidemment qui est différente, et puis le deuxième, c'est que nous on n'est pas habitués, on habite un pays qui fait 1000 km de chaque côté, et on n'est pas habitué à ces grands voyages qui donnent évidemment une physionomie tout à fait particulière. Vous l'avez fait dans le sens Moscou-Pékin ? C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, par contre, on n'a pas. C'est un parti pris d'avoir privilégié effectivement plutôt les Slaves que les Chinois, parce que j'imagine que petit à petit, il doit y avoir des Chinois qui montent. C'était le problème de la langue, parce qu'ils ne voulaient pas parler. Et je comprends. En fait, je ne parle pas chinois, malheureusement, et la communication était plus difficile parce qu'on ne pouvait pas parler. Et une fois qu'on a passé la frontière, c'était un peu. L'ambiance a changé un peu, et oui, les gens ne voulaient pas trop parler. Et les voyageurs ne communiquent pas du tout entre eux, je présume aussi Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Après, il y avait beaucoup d'étrangers aussi, dans la partie Chine. Mais je me suis dit que je préférais rester dans la langue russe plutôt que partir. Parce qu'il y avait des Français, des Anglais. Il y avait aussi des gens de Corée du Nord que je voulais interviewer. Et maintenant, je comprends ma naïveté à l'époque. C'est qu'au début, ils m'ont dit oui quand même. Mais au bout de 5 minutes, ils ont changé d'avis. Donc, voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, bonjour. Je suis très content d'avoir vu votre film. Ça m'a donné beaucoup d'émotions, car moi-même, depuis 18 ans, je travaille 4 mois et demi par an dans des transsibériens. J'habite Montpellier. Ma profession, donc c'était un miroir pour moi, qui s'est arrêté depuis 2 ans à cause du Covid. Oui. Mais de mai à octobre, je travaille dans les transsibériens de Moscou à Pékin. C'est vrai. Voilà, donc vous faites quoi? Alors, j'ai terminé mes études en Union soviétique. J'ai fait une maîtrise de russe à Toulouse et à Montpellier, quand j'étais jeune, au siècle dernier. J'ai pu habiter en 91 en Union soviétique pour terminer mes études. Et j'adore ce pays, cette langue, forcément. Et donc, depuis 2004, je travaille dans les transsibériens, Moscou, Pékin, via la Mongolie, ou Moscou, Vladivostok. Super. Et donc, je suis devenu par ma profession spécialiste, on va dire, de l'histoire de la voie du transsibérien. Donc j'étais ravi de revoir. Voilà. J'ai eu l'impression de plonger dans mon activité professionnelle qui s'est malheureusement arrêtée il y a 2 ans, qui devrait reprendre, mais vu les événements, j'ai ma saison qui est à nouveau à plat, on vient de me prévenir. Donc je suis ravi parce que pour moi c'est toute ma vie. Voilà. Donc j'avais une question à vous poser. Est-ce que votre train est passé par Naouchki et Ulaanbaatar? Parce que je n'ai pas vu la Mongolie. Je voulais savoir où vous avez traversé la frontière. Alors je ne sais plus. Je sais plus. Je sais que... en fait, oui, ça date, donc j'avoue que je ne sais plus. D'accord. Je sais qu'on a dû changer toute la partie. Oui, les essieux. Voilà. Mais où c'était? Je pense qu'on n'est pas passé par Mongolie. Voilà, je crois qu'on est resté en Russie, et puis on a contourné, et on est arrivé à une frontière, mais j'avoue que je ne sais plus quelle ville c'était. Parce que la ville d'entrée, donc il y a Naouchki, Erlian, et puis il y a Sorebator au nord, mais je n'ai pas vu la Mongolie. Après, j'ai vu effectivement 2 personnes qui étaient plutôt bourriates ou évins, peut-être les 2 dames à la fin, voilà, qui parlaient russe. Donc je me suis dit peut-être c'était par là, vous aviez traversé la frontière. Mongolie, je crois qu'on n'est pas passé par Mongolie, je suis certaine. D'accord, merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que moi et qui habitent Montpellier. Bravo. Большое вам спасибо. Спасибо. Bonjour, en tant que Russe, je voulais vous remercier pour ce film. Moi-même, je faisais les études à Moscou et j'ai vécu à l'Ural. Et toujours, je passais aussi 24 heures dans le train pour aller jusqu'à Moscou, pour retourner jusqu'à chez moi. Et j'ai revécu tout ce que j'ai vécu dans le train, qu'on voit les gens, on parle, on est solidaire, on partage nos repas et tout ça. C'était très bien filmé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci beaucoup.
Moi, j'ai une question tout à fait anecdotique, mais sur les quais, toutes ces ventes, c'est extraordinaire. Je suppose que c'est très important dans l'économie locale. Et j'ai remarqué à un moment qu'il y avait une vente de ces très jolis châles mousseux. Est-ce que c'est les châles de Rambourg? Je ne sais pas non plus. Mais après, je sais que les ventes sont interdites normalement. Voilà. Ah, encore, c'est interdit, oui. Encore un truc C'est interdit que ouais. tout le monde fait, d'accord. Bon. Ouais. Ah, c'est ça, c'est les châles de Rambourg. Ok. Mais ça passe pas par Rambourg. Enfin, c'est plus au nord. Je sais plus par quoi on est. Je pense que c'était peut-être près d'Irkoutsk. Ah oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc en fait, toutes ces ventes sur les quais sont interdites. Oui. Mais c'est comme ça, c'est la Russie. On interdit les choses et puis les Russes contournent l'interdiction. Voilà. Et quelles sont les différences entre les trois classes? Alors, donc, la deuxième classe, c'est un peu les cabines fermées, un peu comme en France, les trains de nuit où il y a 4 personnes. Première classe, je crois que c'est 2 personnes, je ne sais plus, je ne suis jamais allée à la première classe. Et troisième classe, c'est Platzkart, donc on vit un peu une auberge de jeunesse, quoi. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, alors moi, parce que maintenant que vous connaissez Elisabeth Silvero, il va falloir suivre sa carrière et l'encourager. Donc les prochains projets, tu nous en dis un petit peu plus? Je vais tourner un film au mois de novembre à Toulouse. Donc c'est l'histoire... En fait, voilà, si vous connaissez une femme ukrainienne, russe ou l'Europe de l'Est, je cherche une femme un peu soviétique de 70 ans pour incarner le rôle principal. Et l'histoire, ça raconte... c'est cette femme-là qui arrive à Toulouse pour voir son fils. Et lui, il ne vient pas la chercher. Et elle va se lier d'amitié avec une Madame Pipi. Et en fait, ils vont partager beaucoup de choses ensemble. Madame Pipi africaine, tu m'avais dit? Voilà, c'est ça. Congolaise, oui. Voilà, la rencontre de l'Afrique et de la Russie en France. Voilà. Et en fait, ce que je voulais raconter, c'est que au premier abord, elles sont très différentes. Elles n'ont rien en commun. Et en fait, au fur et à mesure du film, on voit qu'elles partagent la même solitude, plein de choses ensemble, qu'elles partagent les mêmes problèmes familiaux et qui deviennent très très proches. Voilà. Donc ça, c'est le prochain projet qui est financé par l'Occitanie et qui je vais tourner. Oui, alors qu'on verra à Cinémètre, j'espère. C'est Deborah Lokimena qui va jouer le rôle. Le projet s'appelle Vodka Fanta. Donc elle va jouer le rôle de Fanta. C'est Deborah Lokimena. Là, elle est à l'affiche d'un Robuste. C'est une très bonne comédienne. Et pour incarner la femme russe, voilà, je cherche une actrice professionnelle ou amateur, peu importe. Et quelques mots sur le court-métrage que tu avais tourné avec Fanny Ardant. Oui, j'ai aussi fait un court-métrage avec Fanny Ardant qu'on a autoproduit. Donc c'était encore un film sans budget où personne n'était payé. Et là, je finis le montage. En fait, je l'ai projeté à Cinémed. Et là, je commence à l'envoyer dans des festivals et j'attends les réponses. Voilà. Et ça m'a fait penser le dernier film avec Fanny Ardant où elle a une histoire avec Laurent Lafitte, beaucoup plus jeune, mais c'est ce qu'on voit dans ton film un petit peu. Oui, il y a aussi un autre film qui est sorti, Les Jeunes Amants, c'est le même sujet que dans mon film, et même l'équipe de ce film a travaillé sur mon film, donc c'était assez drôle. Ça m'a fait... D'accord, bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va aller manger de la bonne cuisine ukrainienne. Et puis j'espère vous revoir cet après-midi à 14h. Nous montrerons le film Docteur Lisa. Et après, nous aurons le plaisir d'accueillir Caroline Fabre-Rousseau qui nous parlera de son film Elle venait d'Orenbourg. C'est pour ça qu'on s'intéressait aux châles qui étaient vendus sur les quais. Oh, excuse-moi, je suis dans le film, oui. Un livre, mais bon, nous en discuterons. On pourrait peut-être en faire un film. Elisabeth, je vous mets en contact. Voilà. Très bien. Eh ben, bon appétit. Merci beaucoup. Merci.